Bonjour Bernard Lano. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien, plus particulièrement dans le doublage. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien ? Je ne sais pas très bien ce qui m'a donné envie de devenir comédien parce que je ne viens pas d'un univers qui était branché sur le théâtre. Non, pas du tout. Donc je viens d'un petit village bourguignon. Je ne suis pas allé au théâtre dès mes 8 ans ou 9 ans. Et curieusement, très tôt, très vite, dès l'âge de 11-12 ans, j'ai eu cette sensibilité-là. J'étais intéressé par tout ce qui était théâtre, tout ce qui était fiction. Et curieusement, peut-être plus par la littérature. C'est-à-dire que pour moi, ce qui a été assez déterminant, c'est la lecture de... Là, j'ai un trou. Du roman de Théophile Gautier, mais ça va me revenir, où il y a une troupe de comédiens qui part et Capitaine Fracasse. Voilà. Dans le Capitaine Fracasse, il y a une troupe de comédiens itinérants qui ont une vie absolument délirante, qui est un peu la vie qu'on peut imaginer de Molière à l'époque de sa troupe quand il était en tournée et tout. Et ça m'a fasciné. Je ne sais pas pourquoi ça m'ouvrait des horizons, j'avais l'impression que la vie est pleine d'inconnus, d'aventures, de possibles. Voilà, de possibles, surtout, était là. Et j'ai eu ce sentiment, et j'ai très vite eu le sentiment que c'était ça qu'il fallait que je fasse. D'accord. Et j'étais, comme je vous dis, j'étais dans un tout petit village, et puis après, j'ai fait mes études un petit peu dans des endroits un petit peu plus grands. Et quand j'ai pu, au lycée, participer à des ateliers théâtre qui venaient d'être, c'était juste après 68, donc qui ont été tout d'un coup la grande invention. J'ai participé tout de suite, et puis voilà, à la suite de ça, effectivement, je me suis dit que c'était là qu'était le vrai, ce que je recherchais. Et très vite, j'ai pu l'assumer, parce qu'après je suis rentré au conservatoire de Dijon, et voilà, et très vite ça a suivi, et je suis rentré à la rue Blanche, puis au conservatoire de Paris, et donc voilà, ça a été une filière toute droite, toute droite, et c'était pas gagné a priori, je dis, parce que rien ne m'y préparait. Ouais, c'est ça, Rien ne m'y préparait. C'est vraiment cette envie là. Une envie profonde, et on ne sait pas pourquoi. Au bout de l'envie. Je ne sais pas d'où elle vient, vraiment. Ok. Faut pas tout expliquer. Non, non. Faut pas tout chercher. Et du coup, donc ensuite vous êtes devenu comédien, et à quel moment dans votre carrière de comédien le doublage est arrivé ? Alors le doublage est arrivé pas tout de suite en tout cas. Quand j'ai commencé ce métier, je vous le disais, j'ai fait le conservatoire de Paris, j'étais tout à fait dans autre chose. Je faisais beaucoup de théâtre à l'époque, j'ai tourné aussi pas mal pour la télé. Et le doublage, je savais à peine que ça existait. En tout cas, c'était pas dans mon horizon. D'accord. Et puis, au fur et à mesure d'expériences de théâtre différentes, j'ai rencontré des acteurs, et en particulier là, une actrice qui s'appelle Danielle Vol, avec qui j'ai joué, et qui m'a dit: mais t'es pas intéressé par le fait de faire du doublage? Pourquoi pas, j'avais rien contre. Et puis ça s'est fait comme ça, elle m'a dit: bon écoute, voilà, je vais parler de toi à une maison dans laquelle je travaille beaucoup. Et j'ai été contacté comme ça. Et ça a été très vite en fait. J'y suis allé pour faire tout de suite un COP 1, un COP 2 sur une série ou deux. Et puis très vite, on m'a confié des choses assez importantes, et puis c'est parti comme ça, quoi, voilà. Et puis j'ai passé des essais sur des personnages, des acteurs emblématiques, et j'ai eu la chance d'être choisi, donc voilà, c'est parti comme ça, en fait. Ok. Du coup, depuis les premiers pas dans le doublage, tu as doublé un grand nombre d'acteurs, dont certains que tu retrouves régulièrement. C'est le cas par exemple de Richard Burgi, que tu as doublé, il me semble, pour la première fois dans la série Le Sentinelle. Mais Tyrell m'a juré que les 357 n'avaient rien à voir avec ces meurtres. Eh bien, peut-être que Leron et Jason se sont vendus au plus offrant. Antoine disait qu'il y avait un ripou qui travaillait avec les 357. Il devait parler de Williams. D'accord. Donc, Williams arrive à convaincre Leron et Jason de faire une descente dans ce labo. Et ils piquent la drogue et ils partagent les profits. Tu l'as ensuite retrouvé sur plusieurs films et séries dans des petits rôles, jusqu'à la célèbre série Desperate Housewives, où tu l'as retrouvé dans le rôle de Carl Meyer, dans un registre complètement différent pour le coup de celui qu'il avait dans Le Sentinelle.
Oui, parce que dans Sentinelle, il était vraiment, c'était le héros, baraqué, enfin, grave, truc. Et là, dans Karl, il était totalement parodique. Enfin, je veux dire, c'était un personnage vraiment macho, épouvantable. Et ça, c'est génial. Mais ça, c'est ce qui est formidable dans ce métier. Et puis, ce qui est formidable chez les acteurs américains qui peuvent se déplacer aussi comme ça. Et à qui on offre la possibilité de se passer d'un rôle à un autre complètement ce qui n'est pas différent. toujours le cas. Ça l'est plus maintenant, mais il y a eu tout un moment dans notre univers français où c'était moins évident. On était très très vite étiqueté, catalogué et tout. Et là, c'est très marrant parce que bon, effectivement, quelque part, il a utilisé tout ce qui était, ce qu'il avait dans Sentinelle devenait parodique. À l'inverse, C'était très jouissif. Et pour un acteur, c'est très jouissif de défendre ça. Quoi? Rien. Je savais pas que tu l'aimais autant que ça. C'est une super nana. Et elle a plein d'atouts. Eh ben alors, ma Suzy, jalouse? Non, bien sûr que non. Non? C'est un plaisir à chaque fois de retrouver un acteur qu'on a déjà doublé sur autre chose et puis de le retrouver dans un truc complètement Oui, différent. c'est un plaisir. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même quelques acteurs vraiment que je suis depuis très longtemps maintenant. Et je sais pas comment dire, c'est un compagnonnage. C'est des gens qui m'accompagnent dans ce métier. Voilà. Sur la trajectoire d'une vie, parce que maintenant on parle, pour certains, on peut parler de 30 ans, 35 ans de route commune. Donc ça... Voilà, c'est pour ça que c'est aussi c'est touchant et on a le sens, parce qu'on évolue ensemble, on les voit évoluer, on les voit vieillir comme on vieillit soi et changer aussi un petit peu de nature. Forcément, la vie vous transforme et c'est important. Pour moi, c'est important. Lemon, je voudrais partager un secret avec vous. J'ai parlé à Don Gase. Dans quelques jours, on va officiellement annoncer ma nomination à la présidence de General Electric. Bravo, mes félicitations. L'accolade, c'est un peu ethnique. Ok, justement, parlons d'Alec Baldwin dans la série 30 Rock. Tu le doubles et tu l'as doublé 38 fois rien qu'au cinéma. Oui, sûrement. Comment et quand s'est passée cette rencontre vocale avec Alec Baldwin? Eh bien, je crois que la première fois où j'ai doublé Alec Baldwin, je crois que c'était sur La chanteuse et le milliardaire, avec sa femme, avec Kim Basinger, à l'époque. Et il était un jeune premier, tout jeune, tout fin. Et donc c'est Jenny Gérard, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui dirigeait l'Européenne de doublage, qui m'a confié ce rôle, je crois. Et puis après, ça s'en est suivi. Voilà. D'accord. Mais je l'ai pas doublé tout de suite en ses débuts de carrière, mais c'est normal, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai commencé vers 30 ans à peu près. Moi j'ai commencé le doublage vers 30 ans, donc voilà, comme on a à peu près le même Oui, il avait âge. commencé avant, donc quelqu'un doublait déjà. En fait, Tu envoies Devaney et Tony en vacances. D'accord. Comme tu veux. Tu me fais encore une fois une entourloupe, Rachel, et c'est moi qui te descends. Kevin Costner, c'est pareil, un acteur que tu doubles depuis des années, 32 films, dont le mythique Bodyguard aux côtés de Whitney Houston. Quel souvenir tu gardes du doublage de ce film? Du doublage de Bodyguard, je garde d'abord un bon souvenir des gens avec qui j'ai travaillé. C'était Jean-Pierre Dora qui avait dirigé, comme toujours, très très bien le film, avec Mickey Sébastien qui doublait Whitney Houston. Et ce que je garde comme souvenir, c'était un film assez étonnant, parce qu'il y avait toute cette partie chantée avec elle, et le côté assez mutique de Costner, très 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 dans l'écoute, très dans l'effacement. Donc j'ai le sentiment qu'on découvrait ça. Rachel, je veux garder les idées claires sur ce que je fais ici. Pour moi, c'est très clair. Tu me paies pour te protéger, je te protège.
J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non. Non, rien. Concernant Kevin Costner, quel est ton film préféré? Je réponds toujours, presque toujours, Perfect World, le monde parfait. Ok. Parce que j'ai trouvé qu'il était plus lâché dans ce film-là, mais bon, il y a beaucoup d'autres films qui sont très bien. Donc, mais voilà, moi, comme ça, j'ai toujours tendance à répondre ça. Mais c'est vrai que j'ai revu l'autre jour JFK, qui a été un film très important pour moi, en tout cas, en tant que synchronisateur. Et il était formidable, donc il était formidable aussi. Il y a vraiment quelques films qui sont très bons. Qu'on se comprenne bien tous les deux. Voler, c'est mal, d'accord? Mais s'il y a quelque chose dont t'as besoin et que t'as pas le fric, bah tu peux toujours emprunter l'article. C'est ce qu'on appelle une exception à la règle. Est-ce que c'est lui l'acteur auquel on identifie le plus ta voix? Je pense, oui. Ouais. Je pense. Et puis les choses évoluent. Par exemple, l'acteur que j'ai doublé en 1935, le premier acteur que j'ai doublé, c'est Dennis Quaid. D'accord. Que j'ai doublé sur L'Aventure intérieure, qui a aussi été un film assez mythique. Parce que bon, c'était formidable. Et bon, c'est vrai que les carrières des acteurs évoluent et que Dennis Quaid aujourd'hui n'est plus au top. Donc on l'entend moins, on le voit moins. Et ma voix est moins associée à lui, mais très longtemps, c'était à peu près équivalent. Costner, Dennis Quaid. C'était très... Mais maintenant, c'est vrai que la rencontre avec Kevin Costner est plus troublante, parce que voilà, ça fonctionne, c'est une sorte de mariage dont on ne comprend pas très bien pourquoi, et qui existe avec quelques personnes, effectivement, comme Patrick Poivet, Bruce Willis, voilà. Il y a des rencontres comme ça qu'on ne peut pas forcément expliquer. Ouais, c'est ça, on ne peut pas les expliquer. Ma voix est assez loin de celle originale de Kevin Costner, donc voilà, mais quelquefois, je dis ça en toute modestie, et en prenant en compte la part de hasard qu'il peut y avoir là, mais il y a des rencontres qui se font, et tout d'un coup, ça match. Ça match. La voix colle et on n'imaginerait pas un acteur avec une autre voix. Je sais pas, je pense qu'il y a d'autres qui l'imagineraient. Peut-être, mais en tout cas les spectateurs, quand on voit un film avec Kevin Costner, on s'attend. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est très associé. C'est ça. C'est vrai que c'est très associé. Ok. Dans la série The Resident, depuis 2018, dans le rôle du Dr Bell, tu retrouves Bruce Greenwood, que tu avais déjà doublé sur pas mal de films et de séries également. Faites bien attention, Conrad. Il y a quelques années, une très jeune interne a accusé un de nos médecins d'avoir injecté une dose fatale de chimiothérapie. Cette bonne action nous a conduits devant les juges et a coûté des millions à l'hôpital. Dites-moi, Conrad, où est-elle aujourd'hui? Je trouve que c'est un très bon acteur. Je trouve qu'il est toujours... Moi, je sais, en tant qu'acteur, quand je le double, il est toujours très juste, très précis. C'est ce qui est difficile toujours à restituer, c'est la précision, c'est la justesse. Et je trouve qu'il est très bien. Il est très bien. C'est un acteur qui a fait un peu de cinéma, un peu de 35 quand même, avec des rôles en responsabilité, et des projets montés sur lui. Et puis, depuis quelques temps, il a continué de faire du cinéma dans des choses assez importantes, dans des films assez importants, mais vraiment en second rôle, quelquefois en troisième. Et puis bon, il fait beaucoup plus de séries maintenant. Il est plus dans les séries. Voilà. Donc l'évolution de sa carrière, elle est effectivement plus d'un acteur, mais beaucoup d'acteurs maintenant font de la série. Il y a des acteurs. Donc avec les productions des plateformes et tout, donc tout le monde fait de la série. Donc, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi, Parmi les différents doublages que tu as réalisés, y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel était pour toi le plus difficile à réaliser? Le plus difficile à réaliser.
J'ai pas de souvenir, comment dire, de tout d'un coup de choses difficultueuses où on y arrive mal, enfin où il faut se battre un peu. Non, je dirais que ce qui a été le plus gros travail à fournir, c'était JFK. Parce que c'était vraiment 3 films dans le film, et il y avait beaucoup de textes, il y avait beaucoup de responsabilités, et là vraiment en plus c'était sur l'affaire Kennedy, donc il ne fallait pas dire n'importe quoi, il fallait vraiment que l'adaptation soit très bonne, c'était vraiment vérifié par Oliver Stone, enfin il fallait pas se planter, quoi. D'accord. Je vais t'en dire une meilleure, Bill. Peut-être qu'Oswald n'a même pas appuyé sur la détente. L'examen au nitrate indique qu'il n'a même pas tiré au fusil ce 22 novembre. Et pour comble de tout, ils n'ont pas vérifié non plus si le fusil avait été utilisé ce jour-là. Il y avait bien ses empreintes sur l'arme. Bien, on l'a envoyé au FBI. Le FBI n'a absolument rien trouvé. Lequel t'a laissé le meilleur souvenir? Lequel m'a laissé le meilleur souvenir? Oh, il y a un film que j'aime beaucoup parce qu'il est sur le métier et qu'il en parle très très bien, puis que le film est très 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 bon. C'est Birdman. D'accord. Birdman avec Michael Keaton. Et on a travaillé très très bien, vraiment très très bien avec Isabelle Branin. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que là tout d'un coup c'était des situations formidables à jouer. Un comédien qui est prodigieux parce qu'il a une virtuosité extraordinaire. Et puis le film est très bon, puis il parle du métier, donc voilà, ça reste vraiment un très beau souvenir, très beau souvenir. Allez, balance ta phrase En fait, comme je si dis tu voulais me que- foutre ton poing D'accord. sur la gueule. Lâche-toi, vas-y, mais putain, arrête de parler. Faut Fais-le, nom pas de me Dieu. demander ça, moi. Je le connaissais même pas, ce type. Pourquoi t'as abordé ce sujet? Pourquoi j'ai abordé ce Où veux-tu sujet? en venir? Qu'est-ce que tu sous-entends? Allez, vas-y, accouche. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis que l'amour est absolu? Oui, c'est ça, c'est ça. La sorte d'amour dont je parle est absolue. Merci beaucoup Bernard d'avoir accepté de me rencontrer. Mais c'était un plaisir, un vrai plaisir. Et voilà. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Et Suzy, chérie, ne va pas croire que j'ai répondu aux questions de Johan pour séduire toutes les abonnés de VF en série. Hein. Pas du tout. Voilà. Merci J'ai beaucoup. pas besoin de ça, en plus. Merci beaucoup Karl Meyer. Merci, Johan. Merci Bernard.